Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours accompagnée de mon auteur invité de cette semaine, Karine Glorieux. Karine, je veux juste te demander, avant de parler d'un autre ouvrage sur Mademoiselle Tic-Tac, est-ce que tu as eu un deuil à vivre de tes personnages? Ouais. En fait, j'ai écrit un livre entre les deux, puis une nouvelle, j'ai participé à un recueil de nouvelles, tout ça. Puis je suis revenue un petit peu à Mademoiselle Tic-Tac parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup qui m'a accompagnée, tu sais, dans le premier tome finalement. C'est un tome qui parle de la rencontre amoureuse. Comment on décide à un moment donné que on est prêt à vivre avec une seule personne, alors qu'il y a un potentiel remarquable de gens qui peuvent être aussi des gens qui vont nous intéresser, mais comment tout à coup on décide d'être avec un homme puis de consacrer notre vie, ou en tout cas une partie de notre vie, là, ne soyons pas trop romantiques, mais quand même on décide de rester avec une seule personne. Puis donc ça parlait beaucoup de ça, de la rencontre amoureuse. Le deuxième tome, et puis ça correspondait à une période, je l'ai écrit alors qu'on débutait notre famille, là. Donc ça, j'écris tout le temps un petit peu à retardement là, par rapport à mes expériences. Mais donc, évidemment, je suis allée piger pas mal dans ma rencontre, OK, ça fait 16 ans là, que je suis avec mon chum, donc je suis allée piger dans plusieurs années passées. Mais dans le deuxième tome, après ça, il y avait la vie de famille. Comment on réussit à concilier tout, comment on réussit comme femme à se définir quand on a une famille, enfants, comment il y a un choc entre nos rêves puis la réalité, comment ça se présente à ce moment-là. Puis donc là aussi, j'étais pas mal là-dedans, où je venais de passer à travers ça, j'étais encore un peu dedans. Puis évidemment, donc, quand je suis revenue avec Mademoiselle Tic-Tac, le troisième tome, ça me tentait aussi de parler des expériences des dernières années. Puis c'est un petit peu revenir avec des personnages qu'on connaît, qui nous ressemblent un peu. C'est comme mettre ses vieilles pantoufles, là. Donc c'est confortable, c'est agréable, puis ça a l'air complètement schizophrénique, là, ce que je vais dire, mais je suis sûre que plein d'auteurs vivent comme ça avec leurs personnages, c'est que c'est comme un ami. C'est comme un ami, oui, tout à fait. Puis finalement, c'est plus facile encore que l'amitié parce qu'on les forme comme on veut. On les fait réagir comme on veut. On leur donne les répliques que nous, on n'a pas réussi à avoir dans des conversations. Donc, c'est sûr que c'était super agréable. Puis quand j'ai fini d'écrire le livre, c'était à Bruxelles que j'ai fini ce tome-là. Ça m'a fait de la peine. Je me suis dit, Elsa, c'est terminé. Puis en même temps, je m'étais dit, au départ, j'avais conçu cette série-là pour que ça soit une trilogie. Donc, je m'étais dit, voilà, on s'arrête à ça. C'est possible qu'il y ait un petit bisou d'hiver là, qui s'en vienne. Un petit truc, là, un petit clin d'œil avec Elsa et Florent, peut-être. Mais là, je suis déjà en train de penser à d'autres projets. Là. C'est comme ça. Donc, j'essaie de tourner la page pour oublier ma peine. Et parlons de l'ouvrage entre les Mademoiselle Tic-Tac et les Charmes de l'impossible qui se passe également en Californie. Oui, en partie, en Californie, en Suisse. Elle voyage beaucoup, le personnage. C'est Alexia, si je me rappelle. Oui, Alexia. Ouais. Raconte-nous un peu l'histoire pour les auditeurs, pour nous mettre en contexte. Et là, ça me paraît déjà tellement loin, les Charmes de l'impossible. C'est encore l'histoire d'un personnage qui vient s'établir en Californie, puis qui se retrouve dans une situation compliquée. Et puis, elle doit finir... En fait, elle finit par fuir la Californie. C'est une histoire qui parle beaucoup plus de la famille que du couple. Ça m'intéresse énormément, la famille, tout ce qui se cache dans les familles. Tantôt, on va parler de mon coup de cœur, tu vas comprendre pourquoi j'ai choisi ça. Donc là, j'étais dans une période où j'avais envie de plutôt explorer ça. Les secrets, les choses qu'on sait pas, comment on peut imaginer des choses qui sont pas vraies finalement, mais comment la réalité nous surprend tout le temps. Donc, c'était beaucoup de ça que ça parlait, les Charmes de l'impossible. Puis, donc, ça commence en Californie. Il y a un passage qui se vit au Québec. Et la dernière partie, elle, se déroule à Genève, en Suisse. Moi, c'est comme ça que je t'ai découvert. Ouais. Avec les Charmes de l'impossible. Et tu as lancé aussi, à l'automne dernier, le collectif Miroir, qui était ton idée à toi. Ouais, donc ce collectif, là, dont l'idée de base était de réunir des auteurs qui créeraient des personnages. Et puis, le lien qu'il y aurait entre chacun de ces personnages, c'est que tous les personnages évolueraient dans un même lieu, qui serait les toilettes des femmes d'un restaurant.
du centre-ville de Montréal. Donc, entre les nouvelles, il devait y avoir cette espèce de lien. C'est pas un lien thématique, c'est un lien vraiment de lieu. Puis ça a fait des histoires que je trouve très intéressantes, très, très différentes les unes des autres. Et puis là, encore, moi, j'étais toujours dans les secrets de famille, dans ce qui m'intéressait, c'était de voir dans cette histoire-là, il y a 3 narratrices qui sont la petite fille dans la famille, l'adolescente jeune adulte, puis la mère, puis de voir comment ces 3 personnes-là d'une même famille pouvaient avoir vécu une situation, en fait, la même situation, mais dans Avec des un regard perspectives, différent. des regards tout à fait différents. Ouais. Puis finalement, donc, c'est en lisant la nouvelle qu'on découvre c'est quoi finalement, en mettant chaque morceau de ce petit casse-tête-là familial ensemble, on découvre qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille. Et j'aimerais te demander, Karine, comment tu as trouvé ça de travailler avec 6 autres auteurs féminines dans un collectif? Ben, écoute, on a travaillé à distance. Hein. Moi, j'étais en Californie à ce moment-là, donc c'était très bizarre parce que j'écrivais ce texte-là, puis finalement, j'étais installée dans mon petit café californien à Berkeley, là où on habitait, c'est en face de San Francisco. Puis je pensais à des personnages, je faisais évoluer des personnages, je les déplaçais dans un décor montréalais avec un petit temps frais, là, alors que on était très bien à ce moment-là chez nous. Mais, ça prend de l'imagination. Oui, ça prend de l'imagination. Mais donc, on n'a pas eu énormément de contacts pendant la rédaction de ce livre-là. Ça s'est fait par courriel, beaucoup. Donc, on a fait des échanges comme ça. Puis c'est intéressant, je pense que ça a permis à chacune de garder son univers propre. Mais donc, c'est ça, le contact, on l'a pas senti énormément. Mais c'est sûr que c'est toujours un peu étrange d'écrire le Mademoiselle Tic-Tac. Quand je l'ai écrit, par exemple, le dernier tome, là, j'avoue que des fois, tu sais, j'étais à Rome. Là, il y a une bonne partie que j'ai écrit à Rome. Puis là, il fallait que je me ferme les yeux, là, puis que j'imagine San Francisco, parce qu'autour de moi, tout ce que je voyais, c'était des vendeurs de gelato, puis de pizza. Puis là, il fallait que je replace mon personnage en Californie, mais je pense que c'est un recul aussi qui est nécessaire pour... quand on est trop collé à une réalité, on peut pas avoir le recul qui permet de composer une histoire. Hein. J'ai l'impression. Si j'en conclus, c'est que tu peux écrire n'importe où. Ouais. J'ai mon éditrice de chez Druide là, qui se moque tout le temps de moi parce que je lui dis mon rêve c'est d'écrire dans un chalet tranquille là, avec un petit lac devant hein, puis il me semble que ça irait super bien puis elle me dit mais non voyons Karine tu serais jamais capable d'écrire, tu as besoin qu'il y ait du mouvement autour de toi, qu'il y ait de l'action, qu'il y ait plein de choses qui pourraient distraire d'autres personnes mais qui toi te permettent de te concentrer. Puis c'est vrai, je pense que j'ai commencé à écrire comme ça dans le mouvement, dans l'action, ça me prend des choses autour. Ça me prend, ouais. Faut quand même le faire parce que mère de 3 enfants qui ont quand même beaucoup d'énergie, moi je les ai rencontrés tantôt. Faut trouver le temps là-dedans d'avoir l'inspiration puis d'écrire. Ah ouais, ben ça prend quand même la discipline. Ça prend énormément de discipline, puis ça prend aussi un soutien là. Je dois dire que j'ai la chance d'avoir un chum qui y croit puis qui est d'accord pour me donner des moments là pour que je puisse écrire, pour que je puisse m'isoler parce que c'est sûr que malgré tout là, je réussis pas à écrire quand mes 3 enfants tournent autour de moi. Ça c'est impossible. Et je disais en préparant l'entrevue que les droits d'adaptation de Mademoiselle Tic-Tac ont été achetés par la France. En fait, non, c'est un autre livre, c'est neuf. Ouais. Ah, ok. Donc, mon information, c'est pas bonne. Non, c'est pour neuf. Qui était des jours de grossesse, c'est ça? Qui était une histoire, ouais, c'est mon premier roman, donc c'est une histoire de la grossesse un peu, en fait, vue d'un côté pas toujours très, très positif, ouais, c'est pas la grossesse idéalisée, là, c'est la grossesse un peu normale, là, qu'on vit pas mal toutes, finalement, qui est racontée dans ce livre-là. Puis, il y a une petite maison de production qui a acheté les droits, mais oh, le monde du cinéma, c'est long. Donc, on verra ce que ça donnera, là. Pour l'instant, je peux vraiment pas me prononcer. Mais est-ce que ça fait là-dessus. longtemps qu'ils ont pris les droits? Ça fait quelques années, ouais. Okay. Donc là, je sais pas où ça s'en va. Moi, je continue à faire ma vie en me disant, bon, ben, on verra ce qui se passera avec ça, mais c'est pas, il y a rien de concret en ce moment. Et autre ouvrage aussi que tu as fait, c'est Myriam Fontaine. Ouais. Parlons-là un peu de ça. Ben, écoute, ça, c'était un drôle de livre aussi parce que c'est un roman d'anticipation.
Qui se passe en En 2035? 2035. Ça, c'était un contrat. Hein. Donc, Ah oui? Ok, ça, je ouais, savais pas. c'était fait avec des contraintes assez précises. Donc, j'ai trouvé que c'était très intéressant, un petit peu comme quand on regarde les joueurs d'impro, par exemple. Mhm. Puis là, ils ont une improvisation comparée avec un titre. Bon, ben, je me sentais un petit peu comme ça quand je l'ai fait. C'était un peu un exercice de style. C'était amusant, mais c'est beaucoup plus sombre. Puis, je vais te dire que j'aime beaucoup la chick lit. On pourrait en parler longtemps là, de ce terme. J'aime pas le terme tellement, mais les comédies Mais j'aime mieux ça romantiques. que lecture de poulette, là. Ouais, lecture de poulette, horreur. Non, mais j'aime comédie romantique. T'sais, moi, ça me convient. C'est agréable à écrire. On trouve des situations qui sont humoristiques. Moi, sérieusement, ça me fait rire là, d'écrire ça. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Alors que Myriam Fontaine, ça, c'était beaucoup plus sombre. Puis, je dois avouer que ça me déprimait un peu. C'est pas un genre... Je sais qu'il y a des auteurs, là, Stephen King, il paraît que c'est un bon vivant, que il est capable, là, tu sais, il y a des auteurs qui... Patrick Sénécal est capable d'être de bonne humeur tout le temps, puis d'écrire des choses complètement horribles. Moi, je sais pas, je suis pas comme ça. Je ferais des cauchemars, je pense, si j'écrivais des livres à la Patrick Sénécal. Mais là, des comédies romantiques, ça va bien. J'écris ça, je finis ma journée de travail, je suis heureuse. Donc, je pense que c'est ça me correspond plus. Karine, si tu me permets, on va s'arrêter et on se reparle dans les prochains instants de ton coup de cœur littéraire. Parfait.